Cette nuit-là, une loi de 900 millions fracture les routines. En surface, il est question de semences et de normes. En coulisses, la mesure secoue les circuits. OGM inquiète des conseillers à Washington et pousse Monsanto, comme Bayer, à redouter une contraction durable, tandis que des villages comme Waiguya y lisent un geste d'autodétermination, le retour à des variétés indigènes et la promesse de sols moins épuisés. Que risque le pays si Ibrahim Traoré tient cette ligne? La réponse commence dans les champs. Ce récit promet une chose précise: comprendre ce que cette loi change réellement, au-delà des slogans et des réactions immédiates. En 10 minutes d'attention, le spectateur obtient une lecture structurée des risques, des gains possibles et des angles morts. L'enjeu est élevé, car une décision juridique apparemment technique redessine simultanément l'agriculture locale, les équilibres commerciaux et les attentes diplomatiques autour du Burkina Faso. Si la réforme échoue, la dépendance aux semences importées pourrait se recomposer autrement sans disparaître. Si elle réussit, elle ouvre une trajectoire où les producteurs reprennent une part du contrôle sur leurs coûts, leurs sols et leurs choix techniques. Le récit ne cherche ni à célébrer ni à condamner, mais à suivre les effets concrets là où ils apparaissent d'abord. Il s'agit de comprendre comment une loi devient un mécanisme, puis un signal, et enfin un précédent observé par tout le Sahel. La question centrale n'est donc pas idéologique mais pratique. Que produit réellement ce virage lorsqu'il touche le quotidien agricole? Un fait chiffré s'impose d'emblée. Une loi agricole évaluée à 900 millions de dollars suffit à déplacer des anticipations diplomatiques bien au-delà du Burkina Faso. Un second signal, moins visible mais déjà documenté, évoque trois pays, Mali, Niger et Ghana, qui observent ce précédent comme une option crédible. À partir de là, le décor se resserre. Pendant des années, les semences génétiquement modifiées ont structuré les circuits agricoles burkinabés, promettant des gains rapides tout en installant une dépendance durable aux intrants, aux brevets et aux flux d'importation. Cette architecture, stable en apparence, a aussi fragilisé les sols et alourdi les coûts pour de nombreuses familles rurales. La réforme modifie l'axe de décision, elle redirige l'investissement et requalifie la norme et protège juridiquement la circulation des variétés indigènes. À l'international, le signal s'est perçu comme une rupture de grammaire. À Washington, des conseillers soulignent que si un pays sahélien peut renoncer aux OGM sans s'isoler, l'argument de l'inévitabilité technologique s'affaiblit. Les entreprises concernées anticipent alors non seulement une baisse de la demande, mais une remise en cause du levier commercial que représente la standardisation variétale. Le débat glisse du rendement vers l'influence. Sur le terrain, la lecture diffère. Dans des localités comme Waiguya ou Koudigou, l'annonce est reçue avec prudence. Les agriculteurs n'y voient pas d'abord un texte juridique, mais une permission nouvelle: réactiver des semences conservées, expérimenter sans dépendre d'un catalogue extérieur et mesurer leur sol à l'échelle des saisons. Cette réappropriation progressive change la manière de planifier une campagne agricole. C'est dans cette articulation, choc externe et réappropriation interne, que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique. Son nom ne sert pas à détailler la technique mais à signaler une orientation assumée: faire de la graine un enjeu de souveraineté. Le point clé se résume simplement: une loi prend sens lorsqu'elle modifie des gestes ordinaires. Pour saisir les premiers effets concrets de la réforme, il faut quitter les analyses générales et suivre des trajectoires précises. À Cudigu, un cultivateur souvent cité dans les échanges communautaires raconte une décennie de va-et-vient entre semences importées et variétés locales.
Les promesses initiales de rendement rapide ont laissé place saison après saison à des sols moins cohésifs et à des dépenses croissantes en intrants. Lorsque la loi entre en vigueur, ils décident de revenir entièrement aux graines traditionnelles. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il devient mesurable. Plus de stabilité d'une récolte à l'autre et surtout une prévisibilité retrouvée dans les coûts. À Wahiguya, le rôle de guide est tenu par une petite coopérative féminine. Avant la réforme, leur travail de conservation des semences indigènes restait marginal, presque invisible. L'annonce officielle transforme cette activité en référence locale. Les lots conservés par les aînés deviennent une base de travail pour des techniciens et des chercheurs, venus observer des dynamiques variétales longtemps ignorées. Ce déplacement du regard constitue un impact précoce. La connaissance locale cesse d'être périphérique. Ces deux cas n'épuisent pas la diversité des situations, mais ils révèlent un mécanisme commun. La loi n'impose pas un modèle unique. Elle crée un espace où des pratiques existantes peuvent s'étendre et se coordonner. L'effet immédiat n'est pas statistique, il est organisationnel. Le sens pratique du changement apparaît ici clairement. Une réforme compte lorsqu'elle modifie des décisions quotidiennes. Avant la publication de la loi, le cadre agricole burkinabé paraissait relativement lisible. Les semences génétiquement modifiées circulaient selon des accords stabilisés, les importations rythmaient les saisons et les débats restaient confinés à des cercles techniques. Les annonces officielles mettaient en avant l'efficacité, les rendements et l'intégration aux marchés mondiaux. Dans ce paysage, la dépendance aux intrants importés était perçue comme un coût acceptable, intégré au fonctionnement normal du secteur. Après la publication, le tempo change brusquement. En quelques heures, les réactions dépassent le périmètre agricole et entrent dans l'arène diplomatique. Les médias internationaux qualifient la mesure d'abrupte. Des analystes américains évoquent un signal inhabituel provenant d'un pays rarement moteur dans les débats semenciers globaux. La loi, évaluée à 900 millions de dollars, est interprétée non comme une dépense immédiate, mais comme l'ampleur d'un réagencement attendu du modèle agricole. Cette lecture installe une tension nouvelle. Si la norme change ici, peut-elle tenir ailleurs? Le premier temps est celui de l'activation. À Washington, des notes circulent gagnant parmi les conseillers. Elles identifient un risque précis, l'effet domino. Mali, Niger et Ghana sont cités comme observateurs attentifs, susceptibles de considérer une réforme similaire. Pour les acteurs occidentaux, cette hypothèse modifie les calculs. Le marché ne serait plus fragmenté, mais potentiellement coordonné à l'échelle régionale. Les entreprises agro-industrielles expriment alors leurs inquiétudes, redoutant une contraction durable de la demande et une remise en cause des architectures qu'elles avaient consolidées depuis des décennies. Le second temps correspond à la montée en intensité. Les gouvernements occidentaux multiplient les contacts diplomatiques. Les échanges se déplacent vers les forums commerciaux, où la question n'est plus seulement celle des rendements, mais celle de l'influence normative. Le débat glisse progressivement du champ technique vers le champ stratégique. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique. Il ne sert pas à accélérer les événements, mais à les cadrer en rappelant que la réforme s'inscrit dans une trajectoire assumée plutôt que dans un geste isolé. Pendant que ces signaux s'additionnent à l'extérieur, la dynamique intérieure suit une trajectoire différente. Dans les campagnes burkinabées, l'annonce est reçue sans euphorie mais avec gravité. Les réunions communautaires se multiplient. Les familles se remémorent des saisons marquées par l'entêtement et l'épuisement des terres. La loi agit ici comme un déclencheur narratif.
Elle autorise un retour assumé vers des pratiques longtemps jugées secondaires. Les coopératives commencent à inventorier, les techniciens à observer, et les échanges de semences reprennent un rôle central. Le troisième temps est celui des répliques. Les pressions extérieures persistent, tandis que les ajustements internes s'organisent. Cette double dynamique installe une période d'incertitude productive. La séquence révèle une chose essentielle: une décision juridique peut déclencher une chaîne d'actions reliant champs, ministères et salles de négociation internationales. C'est dans cette continuité, plus que dans l'événement initial, que se mesure la portée réelle du choix engagé sous l'orientation d'Ibrahim Traoré. Avant la réforme, la ligne de base était largement partagée par les observateurs. Les semences génétiquement modifiées structuraient l'agriculture burkinabé autour d'un schéma présenté comme efficace à court terme, mais fortement dépendant d'intrants importés, de cycles d'achat réguliers et de normes extérieures. Cette configuration installait une équation simple: produire plus vite au prix d'une dépendance croissante et d'une exposition accrue aux variations de coûts. Après l'adoption de la loi évaluée à 900 millions de dollars, cette trajectoire est interrompue et l'investissement se redirige vers les variétés indigènes. Un premier indicateur mesurable concerne l'état des sols. Dans les régions de Koudigou et de Waïgouya, les témoignages concordent sur un constat précis: les cultures OGM exigeaient des apports chimiques répétés avec des effets cumulatifs sur la cohésion des terres. Après plusieurs saisons de retour aux semences locales, les agriculteurs décrivent une amélioration progressive de la structure des sols. Cette évolution n'est pas présentée comme spectaculaire, mais comme régulière. Elle modifie la planification agricole car la donnée clé n'est plus le rendement maximal, mais la prévisibilité, qui réduit l'exposition au risque d'une saison à l'autre. Un deuxième indicateur porte sur la portée régionale de la réforme. Les analyses diplomatiques mentionnent explicitement trois pays, Mali, Niger et Ghana, comme candidats plausibles à une évolution comparable. Ce chiffre n'indique pas une décision actée, mais une hypothèse suffisamment crédible pour influencer les calculs occidentaux. Il transforme une loi nationale en scénario régional potentiel. Pour les acteurs dominants du secteur semencier, cette perspective affaiblit le pouvoir de négociation fondé sur la standardisation variétale et introduit une incertitude nouvelle dans les flux d'exportation. Un troisième indicateur concerne la diversité variétale réactivée. Dans plusieurs coopératives, plus d'une centaine de lots de semences indigènes ont été recensés, mais seule une dizaine répond immédiatement aux critères agronomiques actuels. Ce contraste est central. Il révèle à la fois l'érosion d'un patrimoine sur plusieurs décennies et l'existence d'un noyau fonctionnel exploitable à court terme. Autour de ce noyau, les centres de recherche testent la résilience climatique, les cycles de croissance et la compatibilité avec des systèmes agricoles modernisés. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une transition graduelle. Les coûts liés aux semences importées diminuent, tandis que les investissements se déplacent vers la formation, l'observation des sols et l'organisation communautaire. Les chercheurs évoquent une possible réduction de l'usage d'engrais chimiques avec des effets environnementaux mesurables à moyen terme. La prudence reste de mise. Il s'agit de tendances observées, non de promesses garanties. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point d'alignement politique. Elle ne modifie pas les données, mais leur donne une cohérence stratégique. Les chiffres suggèrent qu'un virage légal peut réordonner des comportements agricoles et redessiner des rapports commerciaux. Ils indiquent surtout que la marge d'évolution était plus large qu'elle ne paraissait avant l'adoption de la loi. Deux thèses
structurent aujourd'hui le débat autour de la réforme semencière du Burkina Faso et les présenter loyalement permet d'en mesurer la portée réelle. La première, défendue par plusieurs institutions occidentales et par les grandes firmes agro-industrielles, affirme que l'abandon des semences génétiquement modifiées affaiblit la capacité productive. Selon cette lecture, les OGM offrent une efficacité éprouvée dans des contextes climatiques difficiles en stabilisant les rendements et en réduisant l'incertitude. Les notes évoquées dans les échanges américains soulignent aussi un risque d'isolement. Se détacher des standards variétaux globaux pourrait marginaliser le pays dans les chaînes de valeur internationales et réduire son attractivité commerciale. La seconde thèse, portée par des communautés rurales et une partie des chercheurs du Sahel, soutient l'argument inverse. Elle considère que les OGM ont installé une dépendance structurelle à la fois économique et technique. Les témoignages recueillis à Kudigu et à Waiguya décrivent des cycles où les gains d'initiaux ont été suivis d'une dégradation progressive des sols et d'un endettement prolongé. Les variétés indigènes, mieux adaptées aux contraintes sahéliennes, seraient moins spectaculaires en rendement maximal, mais plus cohérentes sur la durée. Cette approche privilégie la résilience plutôt que l'optimisation immédiate. La réponse ne tranche pas par principe mais par observation. D'une part, l'adoption d'une loi évaluée à 900 millions de dollars a déclenché des réactions régionales concrètes. Mali, Niger et Ghana sont cités comme observateurs attentifs. Cette perspective contredit l'idée d'un isolement strictement national. D'autre part, les données locales indiquent que le retour aux semences indigènes s'accompagne d'une meilleure prévisibilité des coûts et d'une stabilisation des pratiques agricoles, même si les rendements maximaux ne sont pas toujours supérieurs. Dans ce cadre, la discussion gagne en précision. Le choix assumé n'apparaît ni comme un rejet de la modernité, ni comme une rupture totale avec les échanges internationaux, mais comme un rééquilibrage entre efficacité, autonomie et durabilité. Les éléments disponibles suggèrent qu'un modèle alternatif peut émerger sans provoquer l'effondrement annoncé par ses détracteurs, tout en posant de nouvelles contraintes à gérer. Ce moment charnière apparaît lorsque les observateurs comprennent que la réforme burkinabé n'agit plus seulement comme une réaction aux pressions extérieures, mais comme un mécanisme de réorganisation endogène. Dans les villages et les zones rurales, les réunions communautaires décrites depuis l'adoption de la loi montrent une coordination nouvelle entre agriculteurs, techniciens et coopératives. Ce maillage, encore fragile, révèle une capacité d'auto-organisation largement sous-estimée dans les premières analyses internationales. La lecture de la loi change alors de nature. Elle n'est plus perçue comme un simple acte de résistance face aux standards imposés, mais comme un cadre qui autorise des pratiques locales à se stabiliser et à se transmettre. Les échanges de semences, longtemps informels et périphériques, prennent une valeur stratégique. Les centres de recherche ruraux ajustent leurs priorités, passant de l'adaptation de technologies importées à l'observation systématique des variétés indigènes déjà présentes sur le terrain. C'est à ce stade que la figure d'Ibrahim Traoré prend un relief différent. Son rôle n'est plus seulement associé au choc initial de la décision politique, mais à la consolidation progressive du mouvement qu'elle a rendu possible. Les prises de position publiques servent de point de ralliement, donnant une cohérence politique à des initiatives auparavant dispersées. La réforme cesse d'être un événement pour devenir une trajectoire. Ce basculement modifie l'équilibre du récit. On passe d'une décision inattendue à un processus observable, dont les effets commencent à se diffuser au-delà des frontières.
à un rythme encore incertain, mais désormais mesurable. Pour l'État burkinabé, le premier effet est institutionnel. En encadrant juridiquement la circulation des semences indigènes, l'administration se dote d'un levier qu'elle ne possédait pas auparavant. La loi, évaluée à 900 millions de dollars, fonctionne ici comme un signal budgétaire et politique. L'agriculture cesse d'être un secteur périphérique pour devenir un axe stratégique. Les ministères sont créés, sont contraints de coordonner recherche, formation et régulation, transformant une décision légale en politique publique structurante. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point d'alignement, rappelant que la cohérence de l'action dépend de sa continuité administrative. Pour les entreprises et les acteurs économiques, les effets sont contrastés. Les grandes firmes agro-industrielles anticipent une contraction de la demande et une remise en cause de positions établies depuis des décennies. À l'inverse, des acteurs locaux voient émerger de nouvelles opportunités. Les coopératives rurales et les petites unités de transformation bénéficient d'une circulation accrue de produits issus de variétés locales. La valeur ajoutée, auparavant captée en amont par les brevets et les importations, reste davantage sur le territoire. Ce déplacement ne génère pas une croissance immédiate, mais il modifie la répartition des gains et les rapports de dépendance. Pour les citoyens, et en particulier les agriculteurs, les conséquences sont plus tangibles. La réduction progressive de l'achat de semences importées allège certaines charges récurrentes. Les témoignages évoquent une meilleure prévisibilité des dépenses et une relation plus stable au sol après plusieurs saisons sans intrants lourds. Les réunions communautaires se multiplient, devenant des espaces d'apprentissage et de décision collective. Cette dynamique sociale renforce le sentiment de maîtrise locale, même si elle exige du temps et des ajustements techniques. Ici encore, le cadre politique associé à Ibrahim Traoré agit comme un repère, sans dicter les pratiques quotidiennes. À l'échelle régionale, enfin, la réforme burkinabé devient un point de référence. Les analyses diplomatiques mentionnent régulièrement Mali, Niger et Ghana comme observateurs attentifs. Ce chiffre cristallise un enjeu précis. Si plusieurs pays du Sahel adoptent des cadres similaires, l'équilibre des échanges agroalimentaires pourrait être durablement modifié. Pour les puissances occidentales, le risque n'est pas uniquement économique mais stratégique, car il touche à leur capacité d'influence normative. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni instantanées. Elles dessinent une recomposition progressive, où chaque groupe ajuste ses attentes et ses pratiques. Dans ce paysage, la mention récurrente d'Ibrahim Traoré relie les niveaux institutionnel, économique, social et régional et rappelle que la portée de la réforme se mesure autant dans les rapports de pouvoir que dans les chiffres. Dans un premier scénario, le plus probable à court terme, la transition se poursuit à un rythme mesuré. Les coopératives locales continuent d'inventorier les semences indigènes exploitables, tandis que les centres de recherche affinent leurs protocoles sans rupture brutale. Les pressions diplomatiques persistent, notamment dans les échanges avec les partenaires occidentaux, mais elles restent contenues dans le registre du dialogue. Les pays voisins observent, commandent des études, organisent des rencontres techniques, sans encore franchir le pas législatif. Dans ce cadre, l'économie agricole burkinabé se rééquilibre lentement, principalement grâce à la baisse des coûts liés aux semences importées et à une meilleure stabilité des pratiques. Un deuxième scénario, plus optimiste, repose sur une accélération régionale. Mali, Niger et Ghana initient des cadres pilotes ou annoncent des intentions convergentes. Une coopération sahélienne se structure autour de la conservation variétale.
avec partage de données et coordination partielle des normes. Cette dynamique renforce le poids collectif des producteurs africains dans les discussions internationales. À l'intérieur du Burkina Faso, les filières locales gagnent en visibilité, portées par l'essor de petites unités de transformation et par une reconnaissance accrue des produits issus de semences indigènes sur les marchés régionaux. Le signal politique associé à Ibrahim Traoré contribue ici à donner une lisibilité à cette trajectoire collective sans en garantir la rapidité. Un troisième scénario, plus contraignant, reste moins probable mais crédible. Des réactions extérieures se durcissent. Des mesures commerciales ciblées compliquent l'accès à certains marchés, tandis que les multinationales intensifient leur plaidoyer contre le modèle burkinabé. Si les infrastructures agricoles et l'accompagnement technique tardent à suivre, des tensions apparaissent dans les zones les plus fragiles. La dynamique régionale ralentit alors, sans disparaître totalement, mais au prix d'une incertitude accrue pour les producteurs. Face à ces trois trajectoires, une recommandation méthodologique s'impose: distinguer clairement les facteurs structurels, comme l'organisation communautaire et la diversité semencière, des facteurs conjoncturels liés aux pressions internationales. Cette grille de lecture permet d'anticiper sans dramatiser et d'évaluer les choix à venir avec lucidité. À ce stade, les effets de la réforme ne concernent plus seulement des institutions ou des marchés abstraits. Ils entrent dans des choix concrets auxquels le spectateur peut s'identifier. Pour les populations rurales, la transition vers les semences indigènes modifie la manière de planifier une saison agricole. Décider de ce qui est semé, conservé ou échangé redevient un acte collectif fondé sur des savoirs locaux longtemps relégués au second plan. Une piste simple pour accompagner ce mouvement consiste à renforcer les formations pratiques afin que l'autonomie ne repose pas uniquement sur la mémoire, mais aussi sur des compétences partagées et transmissibles. Pour les acteurs économiques locaux, la réforme ouvre un espace d'initiative mesuré. Les coopératives et les petites unités de transformation voient apparaître des marges nouvelles liées à la valorisation de produits jusqu'alors peu visibles. Une orientation réaliste serait de soutenir des marchés de niche régionaux, capables d'absorber ces productions sans les exposer immédiatement à une concurrence globale. L'enjeu n'est pas l'expansion rapide, mais la consolidation progressive de filières viables. Pour les citoyens urbains et les consommateurs, l'impact est plus indirect mais réel. La diversification des filières agricoles peut stabiliser certains approvisionnements et réduire des vulnérabilités liées aux importations. S'informer sur l'origine des produits et soutenir les circuits locaux devient alors un geste cohérent avec la dynamique enclenchée, sans exiger un changement radical des habitudes. Enfin, pour les observateurs régionaux et internationaux, cette réforme invite à revoir des réflexes établis. Elle montre qu'un choix agricole peut être pensé comme un levier social et politique, et pas uniquement comme une variable économique. Dans ce cadre, le cap porté par Ibrahim Traoré sert de repère, non pour imposer une lecture unique, mais pour rappeler que les transformations durables se construisent souvent à partir de décisions ordinaires, comprises et appropriées par ceux qu'elles concernent. La consolidation de la réforme semencière dépend désormais moins de l'intention politique que de sa traduction opérationnelle. Une première étape concerne la formation technique. Il s'agit de diffuser des compétences précises sur la sélection, la conservation et l'adaptation des semences indigènes aux contraintes climatiques du Sahel. Cette action mobilise les autorités locales, les centres de recherche et les coopératives, avec un calendrier calé sur les cycles agricoles et des indicateurs simples comme la stabilité des récoltes d'une saison à l'autre. La deuxième étape porte sur les infrastructures rurales.
Sans capacité suffisante de stockage, d'irrigation et de transformation, la transition reste fragile. Les investissements doivent cibler en priorité les zones les plus exposées avec des critères de suivi clairs, réduction des pertes post-récolte, amélioration de la résilience face aux aléas climatiques et continuité de l'approvisionnement local. Ici, la réforme cesse d'être un texte pour devenir un chantier mesurable. La troisième étape concerne la coordination régionale. Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations entre pays du Sahel permettrait de mutualiser les observations et d'éviter des expérimentations isolées. Cette dimension collective renforce la crédibilité du modèle et réduit le risque d'isolement. Dans ce cadre, les prises de position d'Ibrahim Traoré jouent un rôle de catalyseur en donnant une lisibilité politique à des initiatives techniques dispersées, sans se substituer à leur mise en œuvre. Une quatrième étape vise l'intégration du savoir indigène dans les dispositifs éducatifs. Inclure ces pratiques dans les formations agricoles et universitaires assure une transmission intergénérationnelle, condition essentielle de la durabilité du modèle. Enfin, l'évaluation continue doit rester centrale. Mesurer ce qui fonctionne, ajuster ce qui échoue et documenter les résultats transforme une réforme en trajectoire maîtrisée plutôt qu'en pari idéologique. À ce niveau, le cadre politique associé à Ibrahim Traoré sert de point d'appui, non comme garantie de succès, mais comme engagement de continuité. Le fil conducteur de cette réforme ramène toujours au même point, les gestes simples qui structurent le quotidien rural. À Wahigouya, les lots de semences conservés par les aînés, évoqués plus tôt dans le récit, ne sont plus seulement les vestiges d'un passé agricole. Ils deviennent des repères pour l'avenir, observés, testés et transmis dans un cadre désormais reconnu. Ce retour au champ, loin des salles de négociation et des chiffres abstraits, donne une épaisseur humaine à une loi souvent décrite en termes de coûts et de tensions diplomatiques. Dans cette trajectoire, la figure d'Ibrahim Traoré revient comme un écho plutôt que comme un moteur direct. Elle symbolise un choix assumé, faire de la souveraineté agricole une réalité vécue et non un slogan. Le leadership évoqué dans les analyses trouve ici sa traduction concrète lorsque les communautés se réapproprient des pratiques longtemps marginalisées sans rupture brutale, mais avec constance. L'émotion ne tient pas à une révolution spectaculaire, elle naît d'une continuité retrouvée. Les agriculteurs ne découvrent pas un modèle entièrement nouveau, ils reconnectent des savoirs anciens à un cadre juridique contemporain. C'est ce lien entre passé et présent qui explique la force du mouvement observé et sa capacité à durer au-delà du moment politique. Une phrase s'impose alors sobre et tenace. Reprendre la graine, c'est reprendre la trajectoire. La réforme semencière du Burkina Faso ne propose pas une conclusion fermée. Elle ouvre un espace de réflexion. À travers une décision juridique apparemment technique portée politiquement par Ibrahim Traoré, se dessine une interrogation plus large sur la manière dont les sociétés définissent ce qu'elles considèrent comme stratégique. L'agriculture apparaît ici non seulement comme un secteur économique, mais comme un lieu où se croisent souveraineté, résilience et choix collectifs. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter un modèle, mais de comparer. Observer ce qui se joue dans les campagnes burkinabées aide à mieux comprendre des débats présents ailleurs. Dépendance technologique, sécurité alimentaire, capacité d'adaptation face aux chocs climatiques et géopolitiques. Ces questions dépassent largement le Sahel et concernent de nombreuses régions confrontées à des arbitrages similaires. Les mois à venir diront si cette trajectoire s'ancre durablement ou si elle doit être ajustée. En attendant, suivre les évolutions
Et confronter les points de vue et partager les analyses contribue à éclairer un débat souvent simplifié à l'excès. Dans ce cadre, la discussion compte autant que la décision initiale. La question finale reste volontairement ouverte face à ces transformations agricoles et politiques. Quels critères devraient guider demain les choix collectifs en matière de souveraineté alimentaire?